Bonjour à tous, merci de nous accueillir ici. Donc en effet, on m'a demandé de faire une petite présentation sur la problématique des EHPAD. J'entends bien qu'une bonne partie de la journée se déroule sur le sujet du maintien à domicile. L'EHPAD est une notion compliquée et qu'on a absolument besoin aujourd'hui d'anticiper. Parce qu'aujourd'hui, monter un projet d'EHPAD, c'est un processus extrêmement long. C'est en moyenne 9 à 10 ans entre le constat du besoin et l'aboutissement ou la livraison d'un bâtiment. Et donc aujourd'hui, c'est impératif de savoir si demain on peut continuer à construire des EHPAD ou s'il faut repenser tout le système. En gros, la question de l'anticipation porte clairement sur la capacité, et c'est un exercice particulièrement difficile, de savoir qui seront les résidents des EHPAD, les familles, le personnel et les gestionnaires des EHPAD demain. Si on ne sait pas répondre à cette question, on est déjà complètement à côté de la réponse. Et c'est étonnamment compliqué de répondre à cette question. Alors quelques spécialistes tentent d'y répondre. On a à plusieurs reprises cité Jean-François Dartigue, qui lui fait tout un travail sur quelles sont les problématiques que rencontreront les personnes âgées dépendantes demain. On peut dire dépendantes, on peut dire en manque d'autonomie ou en perte d'autonomie. Quoi qu'il en soit, ce sont des personnes âgées qui, pour certaines en tout cas, vont cumuler plusieurs pathologies auxquelles il faudra trouver des réponses. Et donc, si on réfléchit à qu'est-ce qu'un EHPAD, c'est un établissement d'hébergement. C'est une maison, c'est un lieu de vie, c'est un établissement d'hébergement. Déjà, on a envie de se dire que ce n'est pas facile d'habiter un acronyme. Un EHPAD, ça reste quand même une terminologie assez austère pour dire ce que c'est. Et on sait demain, et plusieurs études le prouvent, que demain, l'EHPAD accueillera des personnes avec des vrais troubles cognitifs, différentes dépendances comportementales, je dirais. Donc c'est les maladies Alzheimer et maladies apparentées. Mais c'est aussi les grandes dépendances physiques. Même si on peut estimer que pour la dépendance physique, on va faire du maintien à domicile. Enfin, dans le cadre du maintien à domicile, on va probablement réussir à offrir quelques réponses. Pour les déficiences cognitives, ça va être beaucoup plus compliqué de faire du maintien à domicile. Et c'est en ça que l'EHPAD va probablement devoir offrir là les vraies réponses. Donc orienté principalement vers ces populations-là. Et c'est vrai que dans une ville, si aujourd'hui on envisage de l'habitat regroupé pour des personnes très fragilisées, on risque très très fort de les stigmatiser. Jamais on ne va stigmatiser des étudiants dans une résidence d'étudiants, mais on risque fort de stigmatiser une population très fragilisée si on concentre ça dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui des institutions, un établissement d'hébergement. Et c'est vrai que voilà, un EHPAD, sur Internet, voilà les images qu'on peut avoir des EHPAD. Hein, c'est des établissements qui accueillent en moyenne 80 lits, c'est le seuil de rentabilité communément accepté. Dans le quotidien, il suffit d'écouter les familles, les aidants, parfois même les résidents. Il y a beaucoup de sentiments très durs, la culpabilité, une vraie difficulté à avoir réussi à aborder cette problématique. C'est vraiment l'EHPAD, c'est le dernier recours, c'est je n'ai pas pu faire autrement, j'ai dû m'y résoudre. C'est ça qu'on entend et c'est dur d'entendre ça. Et donc en gros, aujourd'hui, on constate qu'il est très difficile d'imaginer son propre avenir ou l'avenir de nos proches en EHPAD. Et ça, c'est un constat qui doit vraiment nous parler. Et c'est en étant parfaitement conscient qu'il y a énormément d'énergie qui sont mises en œuvre, il y a énormément de bonne volonté, il y a des personnels souvent extrêmement dévoués qui sont mis en œuvre, mais qui eux-mêmes lèvent les bras au ciel en disant « mais comment peut-on faire? On n'y arrive pas ». Donc aujourd'hui, l'EHPAD financièrement, quand on met en rapport un coût d'un séjour en EHPAD par rapport à la retraite moyenne, et les chiffres là sont plutôt des moyennes nationales, ne sont pas des moyennes régionales qui sont bien moins élevées que ça, on constate qu'il y a aussi un vrai problème financier à l'EHPAD. Aujourd'hui, les tutelles, enfin les organismes financeurs sont, je ne vais pas dire exsangues, mais enfin, ont vraiment du mal à financer ce système. Et aujourd'hui, on remarque que le reste à charge du résident
est globalement disproportionné par rapport à ses capacités. Je parle ici bien des petites gens, hein. Il est toujours facile d'héberger des gens qui ont une retraite de 6 000 € par mois. Mais là, on parle de petites gens. Et nous, on tient aussi à l'idée d'intégrer dans ça le reste à charge du contribuable. Parce qu'il ne s'agit pas nécessairement d'aller chercher dans une autre caisse un autre financement pour essayer de pallier aux difficultés. Donc, si on fait ce constat-là, qui est un peu dur peut-être, et c'est vrai que financièrement, avec les problématiques d'Alzheimer, et Jean-François Dartigues nous explique, et il l'a encore annoncé de façon officielle il y a 15 jours, qu'en effet, Alzheimer aujourd'hui, il y a moins de cas d'Alzheimer proportionnellement grâce à l'augmentation du confort des logements, y compris dans les milieux ruraux, donc ça c'est une excellente nouvelle. Néanmoins, par l'augmentation du nombre de personnes concernées, on a quand même la problématique face à nous. Il n'y a pas qu'Alzheimer, il y a toutes les maladies apparentées. Et donc aujourd'hui, dans ces cas-là, le problème financier est aussi et encore plus prégnant parce que le résident, il a encore souvent, quand un résident placé en EHPAD pour des raisons de maladie, il a encore souvent son conjoint à domicile qui doit donc payer 2 000 € par mois pour son conjoint. Pendant ce temps-là, il ne peut pas vendre son logement parce que dans ce cas, il se dit mais où je vais moi? Et donc ces problématiques de maladie-là posent des vraies questions financières. Et donc, si on constate que financièrement, c'est là qu'est le nerf de la guerre, c'est qu'on est obligé de repenser un système qui soit durablement finançable, donc durable financièrement parlant. Et donc, on rappelle toujours un chiffre qui nous parle beaucoup, c'est pas nous qui le disons, c'est l'Académie royale d'ingénierie en Angleterre. C'est que sur la durée de vie, 30 ans d'un établissement médico-social, si le coût du bâtiment, de la construction du bâtiment va coûter 1, l'entretien, le chauffage, etc. va coûter environ 5 sur la durée de vie, alors qu'ensuite le fonctionnement va durer 200. Ça veut dire que tous les salaires injectés, voilà, l'accompagnement de la personne, proprement parlé, va coûter 200 sur ce même laps de temps. Donc, s'il y a un travail ou une réflexion à avoir, à mon sens, c'est sur l'aspect du personnel et de l'accompagnement des personnes. Alors, on est architecte, nous, donc malheureusement, ce n'est pas un sujet sur lequel on peut avoir un effet immédiat. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'aucune étude n'est aujourd'hui finalisée pour quantifier ce coût global élargi, comme on l'appelle nous. Donc, c'est ce chiffre de 200. Et sur les leviers qui pourraient exister pour améliorer ou pour réduire ces coûts-là. Et c'est pour ça que là aussi, on porte beaucoup d'attention, nous, à ce qu'on peut appeler l'innovation frugale, c'est-à-dire c'est le smart cost au lieu du low cost. C'est d'essayer de trouver une réponse agile, créative à une problématique de crise qui se présente. Et donc, c'est Navi Raju qui a écrit le livre Yoga, l'innovation frugale, qui est un livre excellent, et qui nous alimente beaucoup dans nos réflexions. Et on est arrivé à un constat, c'est qu'on applique, nous, un leitmotiv absolu, qui est le penser petit. Ce constat, on n'est pas seul à le porter. Beaucoup de pays du nord de l'Europe le portent. Aujourd'hui, nous-mêmes, nous avons, depuis des années, depuis presque 10 ans maintenant, un partenariat avec des architectes hors de nos frontières, qui eux aussi travaillent à ces problématiques-là. Ce penser petit, c'est l'accompagnement des petites gens, mais c'est aussi c'est autant dans l'architecture que dans l'accompagnement qu'il se décline. Et donc en fait, c'est vraiment pour toutes ces populations qui sont particulièrement fragilisées face, non pas au grand âge, parce que celui-là il peut se vivre bien, mais face aux éventuelles maladies qui peuvent y être liées. Et donc dans le penser petit, le soin doit être présent, mais il est invisible, plus que discret, il doit être invisible. Un terme qui nous tient beaucoup à cœur aussi, c'est l'authenticité des lieux et des actions qui sont menées. C'est-à-dire comment faire pour qu'un lieu soit suffisamment authentique pour qu'il soit appropriable. On sait bien que le bien-être, et ça aussi ce sont des études internationales qui nous montrent, le bien-être est lié directement à la capacité d'appropriation d'un lieu. On parlait tout à l'heure du déracinement. Si une personne âgée, tout d'un coup, en dernier recours, doit quitter son village, il y a bien cette anticipation de sa propre vieillesse qu'il faut envisager.
et de créer des lieux qui soient suffisamment authentiques pour que et le résident et ses proches aussi, ses aidants qui peuvent être une aide considérable dans le fameux coût de 200 là qu'on a repéré, que ses proches puissent eux aussi s'approprier un lieu et enlever un tout petit peu de la culpabilité qu'ils peuvent ressentir quand ils ont l'impression d'avoir placé un proche en EHPAD au lieu plutôt d'assister ou de les aider dans un déménagement vers un logement un petit peu plus adapté. Et donc les images qui nous guident dans l'aménagement de nos projets, ce sont vraiment des images qui font référence directement au logement, surtout à la taille des pièces et des locaux. On s'appuie là-dessus sur des projets qu'on a pu monter en Belgique. C'est un établissement qui est censé recevoir 130 personnes souffrant de troubles du comportement, qui sont regroupées en petites maisonnées de 8 résidents qui sont totalement autonomes les unes vis-à-vis des autres. Et donc avec des systèmes de schémas de plans, avec des petites maisons de 8, pour essayer de s'approprier non pas un groupe de 80 ou de 100 résidents, mais de s'approprier uniquement un tout petit groupe, quasi comme une colocation. Je rappelle, c'est quand même des projets destinés à des personnes souffrant de troubles Alzheimer. Et donc avec aussi une inscription urbaine qui se doit, là c'est un langage qui se réfère plus au pays du Nord, mais un langage architectural qui n'a plus rien à voir avec une institution. Et donc avec des aménagements intérieurs qui là aussi vont chiner des mobiliers, vont essayer de recréer des vrais espaces où on casse cette image de l'institution. Et donc aujourd'hui nous avons la chance aussi de travailler ici en France sur des projets de ce type, où par exemple sur un terrain rectangulaire, on est en pleine réflexion là sur un projet, on aurait pu offrir un modèle d'EHPAD un peu plus classique, et finalement on s'inspire des programmes de béguinage qu'on retrouve aussi, qui sont ni plus ni moins que des logements qui regroupent un très faible nombre de personnes, mais gérés par une seule entité. Et donc aujourd'hui le modèle de l'EHPAD qu'on propose, c'est ça, c'est un éclatement complet de la volumétrie, mais au-delà d'être juste un travail architectural, c'est surtout un éclatement complet de la façon dont on peut accompagner les personnes qui résident dans ces établissements. Et donc on a la chance là sur ce terrain d'avoir un terrain bordé par 4 voies, ce qui permet de démultiplier les accès. On n'a plus le grand hall d'entrée centrale, on n'a plus les espaces communs. Aujourd'hui tout ça, ça fonctionne dans des toutes petites unités. Et donc on réinstaure l'idée que quand on emménage dans un EHPAD, on habite 3 rue Trucmuche, mais on n'habite plus nécessairement l'EHPAD Intel, pour redonner chaque fois cette notion de logement. Et donc on part d'un schéma de petits logements regroupés. Évidemment, il y a de l'appui, il y a du soutien logistique à fournir. On s'inspire aussi de projets aux Pays-Bas. C'est un projet qui a maintenant été publié, donc il doit être pas mal connu. C'est Hoogebeek aux Pays-Bas, qui est un projet là aussi 100% pour des résidents souffrant de troubles Alzheimer, et qui ont intégré des commerces dans leur projet. Alors un petit peu à la façon des Pays-Bas, c'est un petit peu leurs habitudes. C'est vrai que là, on est sur des commerces un peu fictifs. Le résident peut payer avec des cacahuètes, mais ça marchera quand même. Il pourra repartir avec un paquet de biscuits. Je crois que ce n'est pas tout à fait dans l'idée qu'on se fait ici en France de ça, mais on a quand même eu l'idée du coup de réintégrer des notions de commerce de proximité au sein de l'EHPAD, mais qui soient des commerces ouverts à l'extérieur, des commerces ouverts aux tiers, pas juste des commerces pour les résidents de l'EHPAD ou pour leur famille. Donc c'est des commerces gérés par un tiers, mais qu'ils soient placés au cœur du système de l'EHPAD pour être justement au plus proche des personnes qui ont le moins d'autonomie et moins de capacité de déplacement. Et donc les projets prennent une forme très très urbaine finalement, avec en maquette on devine directement les logements. On devine aussi que ces projets portent en eux la capacité, quand le besoin de ce type d'hébergement aura peut-être diminué, que ces logements sont extrêmement flexibles, ils sont transformables en n'importe quel autre logement, ça peut accueillir n'importe qui. Et donc là aussi, on parle pour l'investisseur d'un investissement durable par rapport au foncier et au bâti. Mais, et là j'insiste particulièrement, cette architecture n'est vraiment qu'un support. Avant tout, ce penser petit doit être porté par un maître d'ouvrage
qui doit être capable de repenser complètement son métier et sa façon d'accompagner. Et ça, c'est important. Nous, on a mis des années à trouver quelqu'un qui puisse avec nous porter cette idée qu'on se faisait de l'EHPAD de demain. Aujourd'hui, on l'a trouvé par le biais de la GESA, qui est une association privée à but non lucratif et qui porte très très haut les valeurs de l'humanisme et du professionnalisme auprès de ses résidents. Donc c'est un accompagnement très centré usager, et c'est bien comme ça qu'on conçoit, nous, l'architecture. Et donc aujourd'hui, cette architecture ne peut voir le jour et peut même être une contre-performance absolue si elle n'est pas absolument accompagnée par des métiers réinventés, des métiers une organisation interne à l'EHPAD complètement réinventée, qui demande une énergie phénoménale de la part d'un maître d'ouvrage pour aller vers ça. Et donc, aujourd'hui, ce projet-là induit aussi, et ça a déjà été évoqué à quelques reprises aujourd'hui, que l'EHPAD demain, probablement, prendra encore une forme beaucoup plus éclatée que ça. On parle souvent des 80 lits qui sont le seuil de rentabilité d'un EHPAD. Nous, on est persuadé qu'on peut travailler ce seuil de façon différente et qu'aujourd'hui, un EHPAD au sein d'une collectivité peut être complètement éclaté. Et là, par contre, je m'adresse clairement aux urbanistes, aux développeurs et donc aux collectivités. C'est qu'aujourd'hui, nous, architectes, jamais on a l'occasion de travailler sur un sujet ou un projet ou un programme d'EHPAD éclaté. Tout ça se décide avant même notre intervention. Et donc là, je crois qu'il convient de réfléchir avec des urbanistes et dans le cadre de grands aménagements sur quelle forme peut prendre l'EHPAD demain au sein d'une ville ou au sein de bourgs ou d'un regroupement de bourgs, avec, je crois, une vraie règle absolue auquel nous on tient au sein de l'agence, c'est une vraie éthique sociale. Cette éthique devra aussi se retrouver au niveau des financements de ces programmes qui doivent absolument être portés par une vision sociale et humaine de la problématique. Mais je crois que c'est Madame Delaunay qui l'avait dit en préambule. Je crois que tout ça, c'est malgré tout fait pour essayer de nous réjouir justement de cette longévité qu'on a aujourd'hui, qui peut nous offrir des vraies opportunités, qui peut encore offrir des vrais beaux moments, même si c'est en EHPAD ou dans un environnement adapté. Mais je crois que voilà, essayons de le concevoir avec, d'aller vers le grand âge avec bonheur plutôt qu'avec la peur qui aujourd'hui souvent guide un petit peu les réflexions. Merci beaucoup Pascal. Bravo. Bravo. Restez là peut-être parce que écoutez, moi je suis toujours impressionné par l'imagination et par l'innovation forcément qui en découle. Et vous savez, sur ce que vous nous dites, il y a un raisonnement que je porte, j'essaie de porter au travers du CREAD, qui est le raisonnement de l'offre globale. Vous avez dit à juste titre que finalement l'investissement initial ne représentait qu'une part très faible par rapport au coût total sur la durée de vie d'un EHPAD. Finalement, si on augmentait ce coût d'investissement pour justement répondre à tout ce que vous suggérez et à tout le bénéfice qui en découlerait pour l'usager, pour les personnes qui utilisent ces bâtiments et pour les personnes qui le gèrent aussi, puisque en augmentant le coût d'investissement, on est capable de diminuer, bien sûr, de façon très importante, le coût d'entretien, de maintenance du bâtiment, probablement divisé par 5 par rapport à ce que vous avez dit. Et également, on est capable de réaliser, et vous le savez tous, des bâtiments intelligents, des bâtiments fonctionnels qui permettent de réduire les coûts de fonctionnement et donc de réduire et de centrer le personnel qui est dans ces maisons, dans ces EHPAD, sur ce qui est important, c'est-à-dire l'accompagnement de la personne elle-même, et non plus de s'occuper ou d'être embarrassé par des problèmes de fonctionnement qui sont purement, qui peuvent être réglés justement si on met plus d'intelligence
Et donc un peu plus d'argent quand même dans la conception, dans la réalisation et dans cette analyse globale du cycle de vie des bâtiments qui est extrêmement important. Alors peut-être quelques questions et peut-être quelques interventions. Je sais que Anne-Laure Barbe, je crois que j'espère que je ne fais pas de... peut-être dans la salle. Peut-être une question. Alors, vas-y. Tu as la voix qui porte... oui, d'accord. Oui, donc, Joël Maurice, architecte. Moi, je voudrais te demander comment tu résous ce paradoxe, justement, de raisonner à l'inverse de la compacité de ces établissements, puisqu'on a une façon classique de raisonner, justement par rapport à des coûts d'exploitation futurs, en termes de compacité. Compacité d'un bâtiment étant classiquement perçue comme génératrice d'économie d'énergie, génératrice d'économie de déplacement du personnel, donc de coûts de fonctionnement. Et là, tu nous proposes un modèle éclaté, donc a priori moins compact, mais qui va générer des économies en maintenance et en exploitation. Donc c'est vraiment le paradoxe de ce que tu présentes. Comment ce paradoxe est-il résolu? Alors aujourd'hui, justement, c'est pour ça que j'ai dit que ce genre d'architecture, si elle n'est pas accompagnée par une refonte complète de l'organisation du personnel au sein de cet établissement, peut produire exactement l'inverse de ce qu'elle recherche. Et aujourd'hui, pour répondre à la première question, la compacité de l'enveloppe, oui, sauf qu'aujourd'hui, on a des façades qui sont devenues tellement performantes, on construit beaucoup avec du béton, avec des parois isolées par l'extérieur, tout en béton, donc des parois qui font 42 cm. Aujourd'hui, la compacité n'a plus qu'un effet assez réduit, du coup, sur la perte d'énergie par la paroi extérieure, globalement. Donc là-dessus, la compacité de l'enveloppe en tant que telle, pour un usage, enfin pour un risque énergétique, on l'a sacrément réduit. Et nos travaux avec nos bureaux d'études le prouvent. Sur ce qui est de la compacité de l'accompagnement, c'est bien qu'aujourd'hui, on fait une distinction très très claire entre un personnel qui est recentré résident. Donc ça veut dire qu'au sein d'une maison de 8 ou 9 résidents, il y a un membre du personnel. Mais ça demande de réinventer tous les métiers d'accompagnement. Ça demande de réinventer le management au sein de l'établissement. Et ce sont des discussions qu'en tant qu'architecte, nous aussi, on assiste avec le maître d'ouvrage, toutes ces discussions-là, parce que justement, ces discussions alimentent directement notre raisonnement et vice-versa. Et donc aujourd'hui, il faudrait que le maître d'ouvrage soit là pour expliquer l'énergie qu'il est capable de mettre en œuvre, mais les établissements qui sont déjà réalisés selon ce modèle-là dans les pays du Nord montrent bien qu'ils fonctionnent avec les mêmes taux d'effectifs, ratio effectif ETP, voire légèrement inférieurs, y compris la nuit, inférieurs à ce qu'on a ici. Par contre, il remarque que du coup, les personnes souffrant de troubles Alzheimer aujourd'hui sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus posées. Ça veut dire qu'en gros, ça nécessite moins de personnel ou une présence moins forte. On le sait tous, aujourd'hui, les PASA, ça marche très bien parce qu'on met un petit groupe de résidents avec un nombre augmenté de personnel compétents et formés autour d'eux, dans un environnement qui souvent dénote très très fort d'une architecture d'un EHPAD classique. Et donc un EHPAD devrait être 100% un PASA, en fait, pour que ça marche. Et c'est vers ça qu'on essaye de tendre, mais sans mettre les effectifs du PASA en face. Voilà. Et, oui, pardon. Excusez-moi. Dans l'EHPAD éclaté, aujourd'hui, moi je suis maître d'ouvrage aménageur. Il n'y a pas un problème, je ne suis pas un spécialiste de l'EHPAD, s'il y a un problème d'agrément et d'autorisation par rapport à une EHPAD éclatée, est-ce que c'est déjà visité en France, ça a déjà été... Disons que les EHPAD, et Madame l'a expliqué, les EHPAD sont évidemment soumis à des agréments qui sont nécessaires et absolument impératifs, je crois, d'autorités publiques qui doivent valider que la qualité de l'accompagnement qui sera fourni sera conforme aux attentes. Et par rapport aux financements qui sont donnés et au reste à charge qui doit être maîtrisé. Donc évidemment tout ça, ça passe par des labellisations, enfin des validations. Et donc forcément ça passe ensuite, et avant ça, par donc des appels à projets ou des concours. Donc c'est bien à ce niveau-là qu'il faudrait peut-être, et ce n'est qu'aujourd'hui que des idées, mais c'est probablement ces idées-là qu'il faut aujourd'hui approfondir et peut-être ne pas se bloquer au systématique seuil de rentabilité de 80 lits, qui n'est peut-être pas le seul critère à prendre en compte.
Oui, Pascal, vous avez dit qu'il fallait 8 à 10 ans pour créer un EHPAD. Finalement, ce temps de 8 à 10 ans, il est pris par quoi? Il est pris par les autorisations? Non, ce temps, il est quand on le quantifie depuis le début, la première idée en disant mince, j'ai un problème, ou une commune a un problème, il lui manque une capacité d'accueil, etc. Et le jour de la livraison, c'est environ, voilà, c'est des chiffres qu'on rencontre fréquemment. Et c'est vrai qu'il y a un grand temps qui est pris par le montage même du dossier, c'est-à-dire convaincre les autorités éventuellement, lancer les concours ou les appels à projets, enfin d'abord écrire les programmes, etc. Ensuite, dans la construction elle-même, ensuite les autorisations sont éventuellement longues, mais ensuite le chantier en lui-même est plutôt assez bien cadré. Enfin, les phases de maîtrise d'œuvre et de chantier sont plutôt assez bien cadrées, avec des délais, des étapes formalisées, validées, qui marchent bien. Mais finalement, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'il faille trouver quand même des solutions pour qu'on n'ait plus cette peur, cette crainte d'imaginer qu'un de nos proches rentre dans un EHPAD. C'est quand même ça aussi vraiment le problème de société et la base de toutes nos réflexions. Mais là aussi, donc, je pense que c'est vraiment un sujet. Une autre question, oui. Oui, ce qui est compliqué à équilibrer financièrement dans les EHPAD, c'est les surfaces communes. Vous savez bien qu'on a besoin, alors, je ne sais pas, d'un pays du Nord, c'est les surfaces communes minimales qui sont aussi importantes qu'en France. Mais en France, il y aura des agréments, il y aura des surfaces communes minimales. Et elles ne sont pas amorties par les loyers ou par les redevances. Donc, dans les surfaces éclatées que vous proposez, le problème, c'est qu'il faut éclater aussi les surfaces communes dont a besoin un EHPAD, et surtout les EHPAD qui hébergent les AME. Donc aujourd'hui, la discussion, alors peut-être à Pays du Nord, les réglementations sont plus souples à ce niveau-là, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, nous, puisqu'on en construit des EHPAD, la problématique, c'est que les surfaces communes rentrent dans le coût de l'établissement. Il faut les équilibrer, il faut qu'on arrive à trouver. Donc on ramasse l'établissement pour équilibrer ces surfaces communes. Après, aujourd'hui, les projets que je vous ai montrés sont exactement dans les mêmes ratios mètres carrés par résident que n'importe quel autre EHPAD. C'est juste une réorganisation des mètres carrés et une redistribution des mètres carrés. Par contre, oui, il n'y a plus l'activité, l'atelier thérapeutique un tel ou l'atelier thérapeutique un tel. Ça, il n'y a plus. Ces locaux qui sont souvent même dans les EHPAD fermés à clé 3/4 du temps et très peu utilisés, il n'y a plus ces locaux-là. Justement, ça se passe au cœur de ces toutes petites maisonnées. Donc c'est à la surface constante. Oui, mais c'est vrai, votre question, votre remarque est judicieuse, mais quand on part sur un sujet et qu'on veut vraiment innover et le pousser au bout, il faut probablement remettre en question, comme je le disais d'ailleurs au début, certains règlements, certains qui ne correspondent, s'ils ne correspondent pas à une réalité, à une vraie demande et à une vraie fonctionnalité de l'établissement. C'est bien la base de la cognitique aussi, M. Cavret l'a indiqué, c'est qu'il faut construire un bâtiment, mais il faut qu'on puisse s'assurer qu'il soit adapté à l'usage réel qui en est fait. Et aujourd'hui, moi, je suis intimement persuadée que l'EHPAD est arrivé à une fin de cycle qu'il faut probablement repenser pour les raisons que j'ai évoquées en début de présentation. Et après, je pense que l'humanisation des EHPAD tels qu'on les a connus elle est vraiment à l'œuvre, y compris dans les EHPAD classiques, qui s'organisent en petites unités de vie, qui essaient de retrouver de l'intimité, qui essaient de retrouver ces notions de maisonnée à l'intérieur de l'EHPAD. Donc ça, c'est quelque chose qui est de toute façon tout à fait dans tendance. C'est un besoin, quoi. En fait. C'est un besoin et c'est justifié par le réel bien-être des personnes âgées qui aspirent à cette vie en petite communauté, comme tu l'as très bien expliqué. En fait, ce type de programme en France, on le retrouve plus dans les types MARPA que dans les EHPAD. En fait, c'est une échelle qui s'approche plus d'un petit nombre, avec beaucoup plus d'autonomie, des logements aussi peut-être plus grands ou par petite, avec l'organisation des services du personnel qui est très différente d'un EHPAD. Tout à fait, mais pour les services d'un EHPAD. Oui, une dernière question, parce qu'après je vais passer au sujet suivant.
plus une remarque qu'une question. Je suis directeur d'EHPAD dans la région paloise et en fait ce que vous proposez, en fait, on l'applique au quotidien puisque l'association en 92 avait créé 52 lits et quand elle a voulu se développer, au lieu de créer un nouveau bâtiment de 130 lits à l'extérieur du village, c'est la ruralité, le conseil d'administration a décidé de créer des antennes. Et donc du coup, je rejoins tout à fait vos propos sur du penser petit et on peut parler aussi de circuits courts relationnels entre les salariés, les soignants, la direction, les résidents. Alors là, c'est des petites unités de vie aussi, alors pas de 6 ou 8, mais de 24. Et après, les moyens sont mutualisés, il y a une seule direction, un seul service comptabilité, un seul médecin coordonnateur, une seule infirmière coordinatrice. Malgré tout, les tutelles réfléchissent aussi en termes d'auto d'encadrement. On est dans la moyenne, mais c'est vrai que dans le pays de la norme dans lequel on est, la norme limite ce genre de projet. Donc du coup, nous, les tutelles nous disent que ce qu'on fait c'est très très bien, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, mais que malgré tout on ne le verra plus, puisque la limite coût-investissement c'est 90. Donc nous maintenant on représente 130 lits en place, et au quotidien c'est assez difficile parce que malgré tout il y a aussi la masse salariale. Donc, je rejoins ce que vous dites, il faut absolument repenser les métiers. Et là où on n'est pas d'un seul bâtiment, mais 2 soignants à nous on en met 5. Donc, mais malgré tout, est-ce qu'on a besoin forcément d'une aide-soignante? Donc il faut réfléchir aussi sur des compétences, etc. Donc c'est vraiment une pensée vraiment globale. C'est pour ça aussi qu'on parle d'innovation frugale. C'est qu'aujourd'hui, la réponse ne peut plus être la croissance. Parce qu'on ne va pas avoir la main-d'œuvre nécessaire pour répondre à tous ces besoins. Et on n'a pas les moyens de la payer, cette main-d'œuvre. Donc aujourd'hui, croître en disant on va faire plus d'EHPAD avec plus de moyens et plus de PASA, etc., on ne va pas y arriver. Enfin, je crois qu'on ne va pas y arriver. Et en même temps, personne n'est capable de se résoudre à la décroissance. Donc il faut inventer autre chose. C'est bien toute la notion du Jugaad. La question est globale au point est-ce qu'il vaut mieux mettre l'argent dans une architecture plutôt que dans des médicaments pour limiter les troubles du comportement. Et là maintenant, on sait que l'architecture diminue les troubles du comportement par les dispositifs que vous proposez. Donc, très peu d'études le prouvent aujourd'hui. Avec nos partenaires aux arts que j'ai cités et avec qui on fait des travaux, aujourd'hui on a engagé des études justement pour prouver qu'un établissement de cet ordre-là réduit en effet le nombre de médicaments utilisés et permet de constater un apaisement des troubles et donc quelque part de l'accompagnement qui y est lié. Et donc une diminution des prescriptions de psychotropes et donc une diminution du risque de chute et donc une diminution du risque d'hospitalisation. Très intéressant. Une dernière question. On me fait signe au fond de la salle parce qu'on est très en retard. Donc je vous donne quand même la parole. C'était Couleurs d'Aquitaine Nord, distributeur des peintures Caparol. Merci pour votre intervention. Des EHPAD, de tout ce qui est même cellules Alzheimer, est-ce qu'il y a des codes couleurs qui sont définis, que ce soit au niveau national ou européen, sur les aménagements et la distribution des locaux? Non, aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui se disent. La maladie d'Alzheimer et toutes les autres maladies apparentées sont éminemment complexes à comprendre. Les études sont vraiment en cours. Mais aujourd'hui, je ne crois pas qu'il faille s'arrêter sur cette couleur-là est autorisée, celle-là est interdite, ce dispositif-là. Il y a certaines choses qui paraissent vraies, même si vous pouvez ensuite trouver le contre-exemple dès que vous rentrez dans un EHPAD. Et je crois intrinsèquement que c'est plutôt lié à une notion globale de son environnement, la taille de la pièce dans laquelle on se trouve, qui est avec moi dans cette pièce, que uniquement des notions de pur décor, même si le décor à un moment donné va influencer aussi tout ce ressenti qu'on peut avoir. Mais il y a beaucoup de manuels qui existent sur pour Alzheimer, il faut faire ci ou il faut faire ça. Moi je ne suis pas convaincue de ça.